Hey! Salut à tous les amis! Bienvenue dans cette petite vidéo de standard. Aujourd'hui on va parler standard. Bienvenue aux nouveaux et je sais qu'il y en a, je crois savoir qu'il y en a quelques-uns nouveaux sur cette chaîne. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, un petit mois de janvier, sans vidéo, un petit mois de janvier pépère. Bon, et vous allez voir qu'on revient avec du très très lourd. Sur votre écran actuellement, vous pouvez voir un magnifique montage Paint avec une combo qui fait 20 dégâts. Regardez, 10 plus 10, ça fait 20. C'est écrit juste là. Non. Voilà, juste là, 20. Comment ça marche? C'est un deck standard, que je vais vous présenter juste après, mais je vous présente la combo juste avant, qui met 20 dégâts. Comment on fait? C'est une combo de 3 cartes, mais plutôt en fait de 2,5 cartes. Enfin, vous allez voir. Tout d'abord, il y a le décèlement de Sarkhan, qui est là. Cette carte, c'est un enchantement, une rare de M19, qui doit coûter dans les 30 centimes, coûte 4 mana, et donc qui dit qu'elle a deux effets. Le premier, dont on ne se servira jamais en fait, mais on va quand même le citer. À chaque fois que vous lancez une créature, un sort de créature avec une force de 4, 5 ou 6, donc cet enchantement, le décèlement de Sarkhan, va infliger 4 blessures à n'importe quelle cible. Donc Planewalker, créature, joueur, ce que vous voulez. Bon. À noter d'ailleurs que c'est à chaque fois que vous lancez un sort. Donc même si le sort est contré, vous avez quand même mis les dégâts. Et donc le deuxième effet, qui est celui qui nous intéresse nous dans cette combo, à chaque fois qu'on lance un sort de créature avec une force supérieure ou égale à 7, le décèlement de Sarkhan infligera 4 blessures à tout le board adverse, à toutes les Planewalkers adverses et à tous les adversaires. Ça veut dire qu'en fait, vous lui vrassez, ça fait une vrasse, concrètement. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Ça met 4 points de dégâts, retenez bien. Ensuite, on a la Grande Guivre Intouchable, qui est une mythique spéciale de Guilds of Ravnica. Une mythique, une carte qui n'existe qu'en foil, la carte du Buy a Box Ravnica. Il y avait deux cartes Buy a Box, il y avait celle-ci et il y avait le démon noir, qui est pas très fort. Bon, ça non plus, c'est pas très fort en soi, mais ça rentre bien dans la combo. Ici, c'est une Guivre 16-16, 16-16, hein, tout de même, pour 10, et avec la convocation. Même si la convocation, on s'en fiche ici, parce qu'on arrivera à 10 mana assez rapidement. De toute façon, les seules créatures qu'on joue dans le deck sont des créatures qui, de base, produisent des manas, genre des elfes de la noire. Donc en fait, la convocation n'a pas d'intérêt. Elle est indestructible. Voilà, ça par contre, c'est intéressant. Donc on a une Guivre 16-16. Donc qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est de jouer le décèlement de Sarkhan. Le tour d'après, ou le tour d'après, enfin, c'est pas très important, de jouer la Grande Guivre. Donc, comme on a joué un sort qui a une créature qui a plus de 4 de force, enfin plus de 7 de force, pardon, bim, 4 points de dégâts dans la tête de l'adversaire, et on a cette petite Unco de Magic 2019, pour un seul point de mana en rituel, le Splaff, en tant que coup supplémentaire, vous sacrifiez une créature, et le Splaff inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée. Vous avez compris, on sacrifie la Guivre, ça fait 16 points de dégâts, 4 plus 16, ça fait 20. Voilà. Maintenant que la combo est expliquée, passons au deck. Ah non, ça c'est moi ça. Attendez. Voilà, bim. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, voilà, donc capture d'écran, kiff. Non, ça c'est la musique. Parfait. Bien. Donc c'est un deck que... Alors, la combo n'est pas de moi. C'est une combo que j'ai vue apparaître il y a 2 mois et demi sur mon fil d'actu Facebook à la sortie de Guilds of Ravnica. Néanmoins, j'ai pas vu le deck encore. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai monté la liste, moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette liste? C'est une liste Témur, donc rouge, vert et bleu. Alors, la combo, c'est juste rouge et vert. Seulement, j'ai essayé rouge et vert, je me suis pointé en tournoi standard avec, et j'ai fait 6ème sur 8. J'ai quand même buté un mec, mais bon, il n'y avait pas de pioche en fait. Vous rampiez très très bien, mais vous étiez vraiment trop dépendant de trouver les pièces de votre combo tout seul en fait. Et la seule façon que vous aviez d'optimiser vos chances de piocher la combo, c'était épurer le deck en allant vider les terrains. Voilà. Donc c'était pas très très bien. Mais en bleu, on a des petites options sympathiques de pioche. C'est pour ça que j'ai rajouté du bleu. Donc la première chose, et c'est le nerf de la guerre de Magic, c'est qu'il y a une mana base à avoir. Voilà, c'est un deck qui n'est pas vraiment low cost, parce que dans le deck, vous jouez 4 bassins d'élevage, vous jouez 4 terrains de prédilection, qui sont des Raveland ou des Shockland, hein, les terrains qui vous mettent 2 points de vie. Donc les bassins d'élevage, aujourd'hui on est le 31 janvier, ils coûtent 5,50 €, et les terrains de prédilection coûtent 7 €. 7 x 4, 28, et 5,50 € x 4, ça fait 22 €. 28 et 22, ça fait déjà 50 €.
pour des terrains. Alors, si vous êtes un joueur relativement ancien, vous avez déjà des terrains comme ça. Donc, quelque part, c'est peut-être... Bon, ça le fait. Bon. Et ensuite, on joue des Spotland, donc les terrains de Ravnica pas du tout, les terrains de Ixalan, puisqu'en ce moment, on est dans un standard où il y a les Spotland et les Ravland, donc c'est très très facile de faire du multicolore. Donc ici, on joue 3 monts enracinés et 3 ports de l'arrière-pays. Voilà. Bon, ce terrain-là coûte 2 euros, hein, donc ça va, ça va. Voilà. En fait, à part les terrains qui sont un peu chiants à trouver et ou à acheter, tout le reste du deck, en fait, est très très facile à obtenir. Voilà, il y a une seule carte qui est un peu chiante à avoir, c'est la carte au trésor, qui coûte 6 euros. Et il en faut 4, parce que c'est très très important. Mais tout le reste, en fait, si vous avez déjà la mana base, bah, vous pouvez construire le deck, ne serait-ce que pour essayer. Mais si vous n'avez pas envie d'investir dans la mana base, ne jouez pas ce deck, avant tout. Et surtout qu'il est, en réalité, il a plein de faiblesses. On va le voir juste après. Donc comment est construit le deck? C'est un deck combo, comme je vous l'ai dit. Et le but du jeu, bah, c'est de ramper pour pouvoir jouer ces grosses guivres bien chères et pour tuer l'adversaire. Donc comment on fait ça? On joue 4 elfes de la Noire, tranquillement. On joue 3 druides de l'auvent. Là, 1-3 pour 2 qui fait un truc. Enfin, qui fait un mana. Qu'est-ce qu'on joue comme créature maintenant? Voilà. Alors, la créature, je vais venir après. Donc, qu'est-ce qu'on joue pour ramper? Donc, on joue ces deux trucs-là. On joue la carte au trésor, effectivement. La carte au trésor qui est excellente. Hein. Donc, petit rappel de la carte au trésor. Pour 2, un artefact. Pour un petit point de mana, vous l'engagez, ça fait regard 1. Et ensuite, vous mettez un marqueur repère. S'il y a au moins 3 marqueurs repères, vous la tournez. Et de l'autre côté, je vais vous montrer ce que ça fait. Merde. Comment on fait? Je sais pas. Cliquez sur la carte pour la transformer. Yes! C'est bien ça. C'est le site Magicville d'ailleurs, que j'utilise pour lister mon truc. Donc qu'est-ce qui se passe? Cric au trésor, soit vous pouvez ajouter un mana incolore, soit vous sacrifiez un trésor pour piocher une carte. Donc en fait, avec cette carte, vous avez 3 regards, ce qui est très bien, vous avez la vision sur 3 pioches, et vous avez ensuite des pioches. Et vous pouvez surtout, comme vous en jouez 4, sacrifier un trésor d'une autre carte au trésor pour activer enfin sacrifier un trésor d'une carte au trésor A pour activer une cric au trésor B. Enfin voilà, elles synergisent entre elles, c'est très bien. Voilà, voilà, donc très bonne carte. Deux petites précisions sur cette carte. Lorsqu'elle se retourne, le terrain n'est pas disponible tout de suite, il est engagé. Néanmoins, c'est pas grave puisque vous avez les 3 trésors disponibles directement. Et deuxième chose, à chaque fois que vous allez piocher, n'hésitez pas à faire le regard. Par exemple, vous pouvez le faire avant de piocher. Regardez, d'abord vous avez la phase de dégagement, donc vous dégagez vos permanents. Ensuite, vous avez la phase d'entretien. Et ensuite, vous avez la phase de pioche. Et donc, vous pouvez très bien, en fait, engager un terrain, engager votre carte au trésor après votre étape de dégagement et avant votre phase de pioche. Ça vous prendra un mana et vous aurez optimisé votre pioche. Alors, attendez, j'ai mon chat qui veut rentrer. Bah oui, bah viens. Ah oui, mon chat. Ouais. Oh, oui. Oui, oui, oui. Allez, Vénus, va par là, voilà. Bon, vous la connaissez, de toute façon, c'est la même chatte que la dernière fois, c'est Vénus. Un Manus nu. Oui, Manus, dis bonjour aux gens. Bonjour. Voilà, parfait. Bien, continuons. Où en étais-je? Oui, la carte au trésor, donc une carte maîtresse hein, du deck. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ramper? Autour d'eux, on a la spirale de croissance, une petite carte commune. Alors ça, pareil. Hein. Ravnica Allégeance, très très fort. Beaucoup, beaucoup de bonnes cartes. Je vous ferai peut-être une vidéo de top d'ailleurs des cartes de Ravnica Allégeance pour moi. Donc, oui, Vénus, arrête de faire le bordel, va plus loin. Spirale de croissance, un petit éphémère pour un bleu, un vert. Vous piochez une carte et vous pouvez mettre une carte de terrain depuis votre main sur le champ de bataille. Donc il ne s'agit pas de jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, il s'agit de poser un terrain depuis votre main. Pourquoi est-ce que c'est précisé comme ça? Parce que c'est un éphémère et que vous pouvez le faire pendant le tour de votre adversaire. Or vous ne pourriez pas jouer un terrain pendant le tour de votre adversaire, mais vous pouvez en poser un. Voilà, voilà. Alors parfois c'est intéressant de jouer cette carte pour poser un Ravland pendant le tour de votre adversaire. Et ce Ravland, justement, vous avez un créneau intéressant où vous pouvez le faire arriver engagé et ne pas payer les 2 points de vie. Donc cette carte est très très intéressante. C'est de la pioche et de la rampe en même temps. Néanmoins, il n'y en a que 2 parce que j'ai essayé avec 4 et avec 4, en fait, je m'en servais parfois juste pour piocher et non pas pour poser un terrain parce que j'avais plus de terrain en main tout simplement. Donc seulement 2, parce que parfois je n'utilisais pas la puissance de la carte au maximum. Voilà. Donc j'ai décidé d'en cutter 2. Hop là, qu'est-ce qu'on a sinon? Donc voilà, le don paradis, carte extrêmement importante.
Petite unco de Magic 2019, c'était une commune sur Amonkhet, je crois. Un enchantement pour 3 points de mana. Le terrain enchanté fait 2 mana d'une seule couleur. Alors d'une seule couleur, hein. Bon. Maintenant, c'est pas très grave que ce soit une seule couleur, hein. Pour se fixer en mana, on a les trésors, on a les Biland, là on dira Biland, voilà, c'est parfait. Donc tout va bien. Et quand ça arrive en jeu, on gagne 3 points de vie. C'est très très important les 3 points de vie parce que y a des agros dans la méta. Il y a Boros aggro et il y a Mono rouge aggro. Et alors j'ai pas joué contre le mono bleu vol aggro, mais bon, je pense que le mono bleu peut rien faire hein, contre nous. Mais par contre, voilà, les Boros et les mono rouges, ça peut être plus compliqué sans le soin. Donc ces 3 petits points de soin très importants. On en joue 3. On pourrait en jouer 4 si on est si on débarque dans un tournoi très très aggro. Qu'est-ce qu'on a sinon? Voilà, on a le Naître Descendre, excellente carte, petite commune de Dominaria. Vous voyez, hein, il y a des communes, des zones co, le deck est vraiment pas cher hein, à part les terrains. Ce sort va nous permettre d'aller, un rituel qui nous permet d'aller chercher un terrain de base et de le mettre en jeu. Dégager, c'est très important, dégager. Et si vous le kickez pour 2, donc pour 5 points de mana, eh bien vous allez chercher 2 terrains de base qui arriveront dégagés. Alors c'est très important. Généralement, on aime beaucoup le jouer kické, ce sort, parce que on a beaucoup d'autres sorts, vous l'avez vu peut-être, qui coûtent 2 points de mana. On a les druides, on a les cartes au trésor, on a les spirales de croissance, les collets de racines, et les scintillements de probabilité. Ça fait beaucoup de cartes à 2, et donc on aime bien jouer directement une carte à 2 avec les 2 terrains qu'on a ramenés. Voilà, voilà. Autre carte très importante, le scintillement de probabilité. Encore une petite commune bleue qui arrive avec Allégeance. Donc je cherchais des cartes de pioche. J'ai regardé toutes les cartes de pioche du standard. Il y en a d'autres intéressantes, hein. Il y a l'option par exemple dans Ixalan, il y a l'idée radicale qui est intéressante, qui fait piocher 2 fois. En rouge, il y a même les voiles lancinantes. Mais toutes ces cartes-là, elles ont un défaut, c'est que parfois, soit il faut que vous défaussiez une carte de votre main pour la jouer, soit l'option ne vous donne la vision que sur une seule carte. Donc c'est pas très bien. Alors que là, pour 2 points de mana, vous avez la vision sur 4 cartes. Enfin, vous allez voir, dans le gameplay après, je m'en sers beaucoup de celle-ci, et à chaque fois, elle est bien. Donc c'est vraiment très bon. Pour 2 points de mana, avoir la vision sur 4 cartes, c'est très bien. Alors oui, prédestination, c'est mieux. Bah oui, c'est mieux prédestination, mais voilà. Est-ce que l'enregistrement marche? Oui, il marche, très bien. Pouf. Je suis con. Alors, ben, mais voilà. Et donc, il y a 2 cartes qu'on n'a pas vues encore. Ah si, il y a les guivres, mais les guivres, on les verra après. Il y a donc le splaf, on l'a vu tout à l'heure. Il y a le collet de racine. Alors, j'en ai rentré 2. C'est une carte une petite commune de Magic 2019, ainsi que de Allegiance of Ravnica. Un petit éphémère pour 2, qui prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci. Vous le connaissez, en fait, c'est un fog. Et c'est joué dans Turbo Fog, voilà. Horrible. Donc néanmoins, cette carte, par exemple, contre Boros, c'est excellent, mais contre Mono Rouge, bah, c'est un peu moins bien. Parce que, en fait, il vous mettra des dégâts en burst, et non pas en blessure de combat. Donc contre un Mono Rouge, peut-être en enlever une ou deux, et rajouter un 4ème don de paradis. Voilà. Alors voilà, donc on a vu toutes les cartes, et donc maintenant, comment est-ce qu'on tue notre adversaire? Eh bien, avec le décèlement de Sarkhan, qui est là, on en joue 3, avec nos guivres. Alors nos guivres, on en a 6. Il y a la guivre de Pellaka, que je ne jouais pas au début. Au début, je jouais que la 16-16, et vraiment, c'était pas assez solide. Votre seule option de tuer, c'était la combo 20 dégâts, et puis vous vous faisiez contrer par les liens de vie, vous aussi faisiez contrer par d'autres trucs, bon. Et en fait, donc j'ai regardé un petit peu toutes les créatures à 7 de force ou plus qu'il y a dans la méta, enfin dans le standard, et donc il y a celle-ci. Celle-ci, avant c'était une Unco de l'époque de Zendikar, et aujourd'hui c'est une rare de M19, qui coûte à peu près 1 euro, donc on s'en fout, ça coûte rien. 7-7 pour 7, elle piétine. Donc déjà la guivre 16-16 ne piétine pas. Celle-ci elle piétine, donc elle peut vous mettre des dégâts, elle peut mettre des dégâts dans votre adversaire. Vous pouvez très bien attaquer une première fois, comme elle piétine, votre adversaire va rechigner à la bloquer, il prendra 7 points de dégâts, puis vous la splaffez, ça refait 7 points de dégâts, ça fait 14 points, c'est pas mal. Quand elle arrive en jeu, vous gagnez 7 points de vie. Ça c'est le point le plus important. Le soin, extrêmement important. Vous allez le voir dans la partie d'après, le soin c'est très fort. Il y a beaucoup d'aggro et vous aimez bien jouer, gagner vos 7 points de vie. Et troisième effet, parce que après tout pourquoi pas, quand elle meurt vous piochez une carte. Donc si jamais vous la splaffez,
vous piocherez une carte. Si jamais elle meurt, vous piocherez une carte. Et elle a 7 points de vie. Ça veut dire que, en fait, parmi les anti-bêtes qui sont joués, elle se prend le trophée de l'assassin qui détruit une carte. Elle se prend la Justice Strike, là, la frappe de la justice de Boros, là, pour un rouge, un blanc, qui inflige des X dégâts, X étant la force de la créature. Et elle se prend, bon, les exils, entrave d'Ixalan, tribunal du conclave, ces trucs-là. Elle se prend aussi le 3-2 là, qui fait sacrifier, là. Enfin les cartes noires du Golgari qui font sacrifier. Donc bon, elle se prend quand même des kills, mais vous piocherez une carte, vous aurez gagné 7 points de vie, et vous aurez mis une AOE à 4 sur la tête de votre adversaire. Et son board, donc c'est parfait. C'est exactement le genre de carte qu'il nous faut. Et sinon, la Guivre 16-16, je ne vous la représente pas. Donc, ce deck, il a des mauvais match-up. Boros, c'est un très mauvais match-up. Parce que Boros aggro, alors Boros contrôle, j'ai un pote qui joue Boros contrôle, je trouve ça nul. Concrètement, c'est nul. J'ai le temps de le tuer 15 fois avec ma combo, avant qu'il fasse quoi que ce soit. En fait, il a pas de contre, le Boros contrôle. Il a juste des cartes qui exilent. Donc en fait, moi je vais rien jouer, le mal sera fait, et voilà. Voilà, le seul risque, c'est qu'il m'exile mon décèlement de Sarkhan si je veux le setup avant. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, et surtout, la Guivre 16-16 indestructible, contre tous les trucs indestructibles, machin, elle meurt pas. Voilà. Bon, elle se fait exiler ou je la sacrifie. Mais bon. Qu'est-ce qu'on... Oui, donc voilà, Boros, c'est un mauvais match-up pour plusieurs raisons. Bah, déjà, Boros va très vite, voilà. Et vous n'avez pas vraiment le temps de tenir. Les 1-1 et les 1-3, bon, elles se prennent, soit elles se prendront une frappe foudroyante, soit les créatures en face seront boostées avec le mentor et vous pourrez pas réellement le bloquer. Et qu'est-ce qu'on a sinon? Eh bien voilà, il y a l'oiseau 1-1 lien de vie qui booste les points de vie de votre adversaire et donc forcément la combo 20 dégâts ne marche plus. Et il y a Tajik. Tajik qui prévient les blessures non combat qui devraient être infligées aux autres créatures. C'est-à-dire que lorsque votre adversaire a 4 créatures sur le board, dont un Tajik, et que vous avez setup un décèlement de Sarkhan et que vous jouez une grosse Guivre, ce sont des blessures non combat. Et donc Tajik prévient ces blessures. Donc il n'y a que Tajik qui meurt. Et généralement vous mourrez derrière. Voilà, donc Boros c'est un mauvais match-up. En tout cas, les Boros qui jouent Tajik, mais tous les Boros jouent Tajik. Les Boros contrôle, ça va par contre. Ça c'est plutôt pas mal. Mais les Boros aggro, c'est chaud. Et surtout s'ils jouent les petits oiseaux. Qu'est-ce qu'on a sinon de mauvais match-up? Il y a Mono Rouge qui va vite aussi, hein, qui met des bursts, qui met la nouvelle foudre, qui joue les frappes foudroyantes, qui joue les petits gobelins qui mettent un dégât. Bon. Voilà. Si vous n'avez pas de soin, vous ne le tuez pas, déjà. Et qu'est-ce qu'on a sinon comme match-up mauvais? Parce que je vais parler des bons match-up juste après. En mauvais, il y a tous les decks qui jouent des contres, en fait. Parce qu'une fois que votre adversaire a compris votre combo, vous pouvez être sûr qu'il va garder un contre pour vous contrer vos Guivres. Et ça, c'est pas très agréable. Voilà. Donc en fait, voilà, tous les mystiques à jabot, tous les absorptions, là, tous les nouveaux spells, voilà. Je sais qu'il y a un deck Bant qui joue plein de contres. Effectivement, là vous ne gagnez pas vraiment non plus. Vous pouvez même pas gagner du tout en fait. Voilà, sauf si vous rampez extrêmement vite, mais si jamais le mec en face n'a que des contres et qu'il garde, et qu'en plus il connaît votre stratégie, vous ne gagnerez jamais la partie. Voilà. Boros et Mono Rouge, c'est prenable encore si vous touchez vos soins. Mais le contre, c'est pas possible, vous le gagnez jamais. Vraiment pas. En revanche, il y a des bons match-up. Donc Boros contrôle, comme je vous l'ai dit. Et en fait, tous les decks mid-range. Les decks mid-range, en général, bah, en fait, vous les butez. Parce qu'ils mettent pas forcément énormément de pression, ou ils en mettent pas suffisamment pour vous tuer. Et vous rampez quand même très vite. Vous allez le voir dans la partie d'après, la rampe fonctionne extrêmement bien. Et en fait, tous les mid-range, bah, vous avez largement le temps soit de les tuer à la combo, soit de leur mettre de les tuer avec les gifs de Pelaka. Hein. Les gifs de Pelaka qui font un travail incroyable. Donc voilà. Voilà. Donc tous les mid-range, c'est bien, les agros, c'est prenable s'ils sont pas trop vénères, et les contrôles, qui jouent des contres, et ben vous vous faites fumer la gueule. Voilà. Alors, des petits, avant de vous montrer la partie, eh bien, il y a quand même, donc je vais revenir ici, hop là, voilà, il y a quand même des petites choses qu'on peut citer. Là, moi, je fais le choix de jouer 3 Guivres de Pelaka et 3 Guivres 16-16. Mais en réalité, on pourrait très bien jouer une 4ème Guivre de Pelaka et enlever une Guivre 16-16, parce que finalement, la 7-7, elle est mieux que la 16-16. Et surtout, on a d'autres options quand même. On a d'autres options. La première option,
c'est ça. Voilà. Ça, c'est la monstruosité de la fournaise. C'est une Unco de M19. Et donc, elle est 7-3 pour 4. Elle coûte peu de mana, 4. Avec le deck, 4 de mana, c'est rien. Et elle a 7 points de force. C'est-à-dire que pour 4 de mana, et de nouveau 4 de mana, donc en fait 8 de mana, avec le décèlement de Sarkhan, dans le même tour, vous pouvez jouer le décèlement et la monstruosité de la fournaise, et AOE votre adversaire, quoi. 8 de mana, vous y arrivez tour 5-6 avec le deck. Hein. Enfin, tour 6, c'est sûr que vous les avez. Tour 5, vous pouvez les avoir. Bon, incroyable. Moi, j'ai déjà tué un adversaire tour 5 avec le deck, donc je suis vénère, quoi. Cette carte, elle a le piétinement, donc elle met des points de dégâts. Et au début de chaque étape de fin, si elle a attaqué ou bloqué ce tour-ci, son propriétaire la mélange dans sa bibliothèque. La réalité, c'est que c'est au début de l'étape de fin que vous la renvoyez dans votre deck. Donc, si elle n'est pas morte après avoir attaqué, bah, vous pouvez la splaffer, et donc, hop, vous mettez les dégâts, et elle ne retournera pas dans votre deck. Mais même si elle retournait dans votre deck, vous pourriez la rejouer et refaire l'AOE à 4. Donc, puissant, voilà, puissant, c'est une option, c'est une option. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Bah voilà, ça. S'il y a typiquement trop de contrôle, il y a ça, mais le deck coûte déjà de l'argent et tout le monde n'a pas un carré de Tyran du Carnage. Parce que moi j'en ai qu'un Tyran du Carnage, mais si j'avais un carré, je pense que je le jouerais. Ça a 7 points de vie, enfin ça a 7 points de force, pardon. Donc ça fait l'AOE, donc c'est bon, le premier critère est validé. Ça piétine, donc ça met des dégâts. Parce que la Guivre 16-16, elle met de la pression, mais elle piétine pas. Hein. Donc si votre adversaire a un token, un jeton gobelin, bah voilà, ça passe pas. Et surtout, il ne peut pas être contrecarré. Voilà, enfin, ça fait plus d'un an maintenant que le Tyran du Carnage hante le standard, vous le connaissez, c'est hyper fumé. Voilà, donc c'est une autre option. Si vous avez un carré et que vous voulez jouer le deck, jouez ça. Et donc on a un troisième truc, donc que moi je n'ai pas encore rentré, mais que je vais rentrer, voilà, c'est ça. C'est ce nouveau Domri, porteur du chaos. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite que ça rentrait dans le deck, et en fait ça rentre très bien, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que Domri, il est menaçant ce Domri. Il est quand même bien menaçant. Déjà parce que il est parfait en fait dans le deck ce Domri. Il coûte 4 mana, vous y arrivez très vite aux 4 mana. Il a 5 points de marqueur de loyauté pour 4 points de mana. Ça veut dire que vous avez déjà un ratio positif, enfin de N plus 1. Non, comment l'expliquer clairement? Un Planewalker, pour X points de mana, vous avez X marqueurs de loyauté. Et ensuite, vous avez un plus 1 ou un plus 2. Bon, lui, il a déjà, pour X points de mana, il a X plus 1 marqueur de loyauté. Pourtant, j'ai un bac littéraire. Et vous avez déjà un plus 1. Ça veut dire que premier tour, en fait, vous avez pour 4 points de mana, vous le jouerez probablement tour 3, vous avez un Planewalker à 6 marqueurs de loyauté on-board. C'est intuable. C'est intuable, ça snowball, parce que ça a plein de marqueurs, donc ça c'est la première force. Ça tank les points de vie à votre place, donc c'est parfait. Parce que s'il meurt, en fait quelque part, ce sont des points de vie que vous aurez économisés vous. Et donc voilà, plus vous avancez dans la partie, plus vous avez de chances de toucher votre combo, et plus vous êtes menaçant. Et sinon, ces effets, les 3 effets sont bons. J'avais pas pensé à l'ulti encore, mais l'ulti marche bien. Le plus simple, bah, vous gagnez du mana, donc parfait. Et en plus, si vous jouez votre mana si vous utilisez ce mana pour un sort de créature, votre Guivre 16-16 ou 7-7 aura la célérité, donc c'est encore mieux. Le moins 3 vous permet d'aller regarder les 4 premières cartes de votre deck et de mettre jusqu'à 2 créatures parmi elles. Donc il n'y a pas beaucoup de créatures, mais on aime bien aller chercher des Guivres avec quand même. Donc quelque part, il va tuto une carte de la combo. Et les cartes qui tuto, autant dans Yu-Gi-Oh! Il y en a 1 milliard, autant dans Magic, il n'y en a pas beaucoup. Donc toutes les cartes qui tuto sont très fortes. Et sinon, le moins 8, à la fin au début de chaque étape de fin, on crée un jeton 4-4 rouge avec le piétinement. Déjà, elle piétine, donc c'est intéressant, ça met des points de dégâts. Et surtout, ça a 4 de force. Et on a vu qu'avec le décèlement de Sarkhan, 4, 5 ou 6 de force, vous avez le droit de blaster à 4 quelque chose en face. Donc c'est très bon, ça vous fait un blast à 4 par tour. Donc ce Domri, il est excellent. Moi, je vais en rentrer 2. Et je vais les rentrer à la place de bah, je sais plus. Je sais pas encore. Voilà. Bien. Donc je vous ai parlé un petit peu du side et des deuxièmes options que vous aviez. Voilà, donc les collets de racines, hein, s'il y a trop d'aggro. Les tyrans du carnage s'il y a trop de contrôle. Dont un 4e don de paradis si jamais vous avez besoin de soins. Voilà. Il y a plein d'options. Donc voici.
J'ai un petit peu parlé de tout, donc les match-ups c'est bon, Domri c'est bon, et ben voilà. Et ben écoutez les gars, cette petite vidéo, ce sera une vidéo à part, mais la prochaine vidéo que je vais essayer de sortir dans la foulée, ce sera justement un gameplay avec ce deck. Et j'ai reçu un message Tinder. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et ben écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à essayer le deck si vous avez la mana base, si vous avez la mana base et que vous avez les moyens de le faire. Sinon, je vous encourage sincèrement pas à le faire parce que c'est pas le genre de deck avec lequel vous allez faire de... Ça peut faire de la magie, mais il a décemment trop de faiblesses pour que vous fassiez des performances avec quoi. Mais en tout cas, on se marre bien. On se marre quand même bien avec ce genre de deck. Voilà, voilà. Et ben les gars, écoutez, petit pouce bleu, petit abonnement, petit partage si ça vous va. Et un gros bisou. À tout de suite pour le gameplay. Arrête de l'enregistrement. Eh ben oui, arrête